Son mari lui servait du thé rouge chaque nuit, jusqu'au jour où elle découvrit que ce n'était pas du thé. La première nuit où mon mari m'a donné du thé rouge, j'ai cru que c'était simplement de l'amour, sa façon discrète de montrer qu'il tenait à moi. Je n'aurais jamais imaginé qu'il y avait quelque chose d'étrange dans ce thé de minuit. Au début, je ne me suis posé aucune question. Chaque nuit, il me l'apportait, chaud, fumant doucement dans la même tasse. « Bois ça, mon amour », disait-il doucement, avec un sourire. Et chaque fois, je le buvais. Ce thé n'avait presque aucun goût. Mais bientôt, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'inhabituel. Chaque nuit, avant de préparer le thé, il sortait quelques minutes, puis il revenait, allait directement à la cuisine et revenait avec cette même tasse. Et jamais je ne l'ai vu en boire lui-même. Un soir, après m'avoir servi, je lui ai demandé « Et toi ? Je ne t'ai jamais vu boire ce thé. » Il a souri. « J'ai déjà pris le mien. Celui-là est pour toi. » Je voulais répondre, mais il s'est penché, m'a embrassé le front et m'a murmuré « Je t'aime. » J'ai souri. « Moi aussi, je t'aime. » Mais cette nuit-là, je n'avais pas envie de le boire. Il l'a remarqué. Son expression a changé, presque inquiète. Il a ri un peu, m'a taquiné, et, d'une façon ou d'une autre, j'ai quand même fini par le boire. Les jours ont passé. La même routine. La même tasse, le même thé. Et chaque nuit, il sortait d'abord. Finalement, j'ai décidé de découvrir ce qui se cachait derrière tout ça. Ce soir-là, comme toujours, il m'a dit qu'il allait vérifier la voiture cette fois. Je l'ai suivi discrètement. Il est allé vers l'arrière-cour, jetant des coups d'œil derrière lui pour s'assurer que personne ne le regardait. Puis il s'est penché derrière l'abri de jardin. Mon cœur battait à tout rompre. Je me suis avancé, retenant mon souffle. Je l'ai vu tendre la main en avant, comme s'il recevait quelque chose de quelqu'un. Je me suis penché, essayant de voir, mais il faisait trop sombre. Quelque chose n'allait pas. Un instant plus tard, il a commencé à se relever, et je suis rentré vite à l'intérieur. Faisant semblant de regarder un film, ma tête tournait. Avec qui parlait-il? Qu'avait-il reçu? Connaissais-je vraiment l'homme que j'avais épousé? J'ai essayé de me calmer, mais une petite voix murmurait « Tu dois découvrir la vérité ». Quand il est enfin rentré et m'a vu, il a glissé sa main dans sa poche très rapidement. C'est là que j'ai compris. Il cachait quelque chose. Il a esquissé un sourire. « Oh chérie, je te rejoins dans un instant pour regarder le film. Il a l'air intéressant. » Je n'ai rien répondu, il est allé directement dans la cuisine. Quelques minutes plus tard, il est revenu avec la même tasse, le même thé rouge. D'un ton enjoué, il a dit « Tiens, mon amour, ton thé habituel, celui qui te rend si éclatante. » Je l'ai regardé un moment, et j'ai dit calmement « Bois-le d'abord. » Son expression a changé instantanément. Il ne s'y attendait pas. Il a essayé de plaisanter. « Allons, celui-là est spécialement pour toi. » Je m'en fiche, ai-je répondu fermement. Je ne bois rien ce soir. Tu vas le boire. Tu dis que c'est bon pour le corps, alors prouve-le. Silence. Il balbutia. J'ai déjà bu le mien. Quand? Ai-je répliqué sèchement. Ne te moque pas de moi. Tu vas boire ce thé maintenant, et tu vas me montrer comment tu le prépares. Il est resté figé, la tasse toujours en main. Aucun mot. Des gouttes de sueur ont commencé à apparaître sur son front. La pièce était totalement silencieuse, puis je l'ai vu. Le thé. Il commençait à changer. La couleur devenait plus foncée, plus épaisse, plus rouge. Il a regardé la tasse, puis moi, ses mains se sont mises à trembler. Lentement, il s'est tourné vers la fenêtre, comme s'il voyait quelque chose, ou quelqu'un, qui l'attendait dehors. Quand il s'est retourné vers moi, ses yeux étaient désespérés. Sa voix avait changé, plus basse, presque brisée. « S'il te plaît, » a-t-il murmuré, « bois-le. » Je n'ai rien répondu. Il a répété, plus doucement, presque en sanglotant, « S'il te plaît, juste cette fois. Ce n'est que du thé, rien de plus. » Sa voix s'est brisée. Il était à deux doigts de pleurer. Je suis resté sans voix. Je ne savais plus si je devais lui faire confiance ou m'enfuir. Devrais-je le boire, juste cette fois, comme il l'a demandé? Mais si ce thé est sans danger, pourquoi n'en a-t-il jamais bu, lui? Pourquoi sort-il toujours avant, puis se cache pour le préparer? J'ai pris une profonde inspiration, secoué la tête et murmuré « Je ne peux pas le boire.
Ses yeux ont tremblé. « S'il te plaît, dit-il doucement. Tu me connais depuis des années. Je me suis occupé de toi même avant notre mariage. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui pourrait te faire du mal? Alors pourquoi insistes-tu autant? Pourquoi? Ai-je répliqué. Qu'a-t-il de si spécial ce thé? Bois-le toi-même, et peut-être que je le boirai aussi. Soudain son ton a changé. L'homme calme, doux, presque suppliant d'il y a quelques secondes, s'est volatilisé. Il a haussé la voix, tranchante, furieuse. « Ah, parce que je te supplie! Tu te prends pour qui? Tu dois le boire !» Pour la première fois, j'ai vu une vraie colère dans ses yeux. Je me suis reculé légèrement. « Donc maintenant c'est une obligation? »« Oui, a-t-il aboyé. « Prends ça et bois maintenant. Ne me fais pas perdre mon temps. » J'ai secoué la tête lentement. « Alors je quitte cette maison, tout de suite. » Il a ri, un rire froid, cruel. « Partir? Et aller où? Orpheline comme toi, sans famille, sans foyer. C'est moi qui t'ai fait devenir quelqu'un. T'épouser, c'était une faveur. Tu feras ce que je dis, quand je le dis. » Ces mots m'ont transpercé. J'ai ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. La douleur des souvenirs, la perte de mes parents, la solitude, les années difficiles, tout m'a étouffé. Les larmes ont commencé à couler. Je l'ai regardée, tremblante, et j'ai dit « Oui, je suis orpheline. Traite-moi comme tu veux. Mais si les hommes me trahissent, Dieu, lui, ne me trahira jamais. » Il m'a fixé. Mais avant qu'il ne puisse répondre, quelqu'un a frappé à la porte. La pièce est devenue silencieuse. Il s'est figé, les yeux grands ouverts de peur, sa main tremblait, et le thé s'est mis à couler. Épais, sombre, glissant le long de la tasse. Je l'ai vu. Mon estomac s'est retourné. Était-ce vraiment ce que j'avais bu tout ce temps? La personne a frappé encore. Plus doucement cette fois, j'ai repris ma voix. « Oui, attendez, j'arrive. » Je me suis dirigé vers la porte. Il a crié « Non, ne l'ouvre pas !» La frappe est revenue, lente, délibérée, presque prudente. La panique déformait son visage. « J'ai dit ne l'ouvre pas !» hurla-t-il. Mais je n'en avais plus rien à faire. J'ai tendu la main vers la poignée quand j'ai ouvert. Je me suis figé. C'était mon oncle, l'homme qui avait rendu ma vie insupportable après la mort de mes parents. Sans les inconnus bienveillants qui m'avaient aidé, je ne sais pas où j'aurais fini. La dernière fois que je l'avais vu remontait à plus de 15 ans. Il a souri faiblement. « Jenny, comment vas-tu ? » Je vais bien. Entrez, je vous en prie. » Il a secoué la tête. « Pas besoin. Je ne suis pas venu m'asseoir. Je suis venu te sauver de cet homme qui dit être ton mari. Va préparer tes affaires, on s'en va. » Je suis resté planté là, l'esprit vide. Devais-je être soulagé ou effrayé? Comment m'avait-il retrouvé? Je me suis tourné vers mon mari. Il tenait toujours la tasse, les yeux fixés sur mon oncle. Il ne disait rien. Il y avait dans son regard quelque chose que je ne comprenais pas, mais j'ai ignoré cela. Peut-être valait-il mieux partir. Comment rester avec un homme qui me cache tant de choses et insiste pour que je boive quelque chose que je ne comprends pas? Au moins, loin de lui, je pourrais réfléchir. Je suis allé dans la chambre pour préparer quelques affaires. Alors que je fermais ma valise, j'ai entendu la voix de mon oncle, basse et ferme, comme s'il parlait à mon mari. « On t'a donné assez de temps, » disait-il. « Pas d'autres excuses. » Je suis resté figé. Qu'est-ce que cela voulait dire? Je suis sorti avec mon sac. « Allons-y, » dit mon oncle doucement. J'ai hésité, puis je l'ai suivi dehors. Il a ouvert la porte de la voiture. Je suis monté. Nous sommes partis dans la nuit silencieuse. Les minutes semblaient durer des heures. Je regardais par la fenêtre. Nous nous étions beaucoup trop éloignés de la maison. « Oncle, ce trajet devient un peu long, » murmurai-je. « Où est-ce qu'on va exactement ?» Il a souri faiblement, sans me regarder. « On y est presque. » J'ai forcé un sourire. « Merci. » Mais au fond de moi, je n'étais pas rassuré. Quelque chose n'allait pas. J'ai sorti mon téléphone, juste pour me distraire, et c'est là que j'ai vu le message de mon mari. Il avait été envoyé 40 minutes plus tôt, chérie. Je suis désolé. Je n'ai pas pu empêcher ton oncle de t'emmener. Je n'ai peut-être pas été un bon mari, mais ton oncle est dangereux. Trouve un moyen de sortir de cette voiture. Je vais tout expliquer à propos du thé rouge. Tu mérites de connaître la vérité. Si tu rentres et que je ne suis pas là,
J'ai laissé une lettre avec toute ma confession. Mes mains se sont mises à trembler. De la sueur a perlé sur mon front. Mon oncle m'a jeté un coup d'œil. « Jenny, ça va ?» Il a pointé du doigt la route. « On arrive bientôt !» dit-il. J'ai levé les yeux et j'ai vu un bâtiment isolé, presque caché par les arbres. Se dresser dans l'obscurité, mon cœur s'est serré. « Arrête la voiture, s'il te plaît, » dis-je soudain. J'ai besoin de me soulager. Mon oncle m'a jeté un regard. « On est presque arrivé. »« Je ne peux vraiment plus attendre, » insistai-je. Il a soupiré, ralenti, puis s'est enfin arrêté. Dès que j'ai mis un pied dehors, j'ai marché vers les buissons, puis j'ai disparu sans me retourner. Après ce qui m'a semblé une éternité, je me suis arrêté. Je me suis assise sous un grand arbre jusqu'à m'endormir d'épuisement. La lumière du matin m'a réveillé perdu et effrayé. J'ai marché le long d'un petit chemin jusqu'à rencontrer un vieux fermier bienveillant. Je lui ai expliqué ce que je pouvais. Il a écouté en silence, puis m'a dit doucement « Tu as de la chance, mais tu es très loin de la ville. » Je ne sais même pas comment rentrer, ai-je murmuré sans hésiter. Il a sorti sa vieille moto. « Viens, je t'y emmène. » Le trajet fut long, bien plus que je ne l'imaginais. Mais il ne m'a pas abandonné en route, il m'a ramené directement chez moi. Quand nous sommes arrivés, je me suis figé. Des gens étaient rassemblés devant la maison, des policiers, des voisins, et mon oncle. Mon ventre s'est noué. Il y a forcément un problème, ai-je chuchoté. Le fermier est resté près de moi, silencieux. Dès que les gens m'ont vu, ils ont commencé à murmurer. La voilà. Imagine ce qui est arrivé à son mari. Ce pauvre homme. Quelle histoire tragique. Un froid m'a traversé le corps. Mon oncle s'est avancé et a dit doucement au policier. C'est elle. Il me regardait comme si je n'étais même pas humaine. Avant que je puisse parler, ils m'ont mise à l'écart sans poser la moindre question. Oncle, pourquoi tout ça? Pourquoi? Ai-je crié. Les larmes coulaient sur mes joues. Mais le fermier, lui, n'est pas parti. Il m'a suivi jusqu'au poste de police. Quand ils ont enfin permis qu'il me parle, il s'est précipité vers moi. « As-tu quelqu'un à qui je peux téléphoner ?» demanda-t-il doucement. J'ai secoué la tête. « Non, je n'ai personne. »« Alors dis-moi comment je peux t'aider, » dit-il. J'ai avalé difficilement ma salive. « S'il vous plaît, allez chez moi, mon journal est sur la table. Je suis sûr que mon mari a laissé une note, et ce sera peut-être la seule vérité que j'ai encore. S'il vous plaît, prenez-le avant que quelqu'un d'autre ne le fasse, j'y vais, » dit le fermier avant de partir en courant. Je suis resté là, les mains tremblantes, entouré d'incertitude. Qu'est-il arrivé à mon mari? Pourquoi mon oncle me fait-il ça? Qu'ai-je fait pour mériter tout ça? J'attendais que le fermier revienne avec mon journal, celui que mon mari disait contenir la vérité sur le thé rouge, et sur les raisons pour lesquelles mon oncle me poursuivait. Mais le fermier n'est jamais revenu. Je suis devenu agité. Que lui était-il arrivé? Avait-il croisé mon oncle? Quelqu'un le suivait-il? Je n'avais aucune réponse. Un jour passa, puis 2, puis 1 semaine. Toujours rien. Aucun signe de lui. Personne ne venait parler pour moi. Je me sentais complètement oublié, jusqu'au moment où mon oncle entra. « Jenny » m'appela-t-il. J'ai levé les yeux, sans répondre. Il ricana. « Tu crois être intelligente? Tu crois devenir quelqu'un un jour? Tu finiras exactement comme tes parents, rien ne peut l'empêcher. » Ma poitrine se serra. « Oncle, pourquoi ?» murmurai-je. « Qu'est-ce que tu gagnes à me faire du mal? N'ai-je pas assez souffert? J'ai grandi chez toi et j'ai vu des choses qu'aucun enfant ne devrait voir, je t'ai quitté. Et tu continues à me traquer. Qu'est-ce que je t'ai fait ?» Il éclata d'un petit rire. « Ton père a osé me défier. Je l'avais prévenu. Je lui ai dit que j'effacerais tout ce qui porte son nom. Et toi, tu es le dernier morceau. » Je le fixais, tremblante. Il se pencha en avant et dit, presque fier, « Ce thé rouge que ton mari te donnait chaque nuit, c'est moi qui le fournissais. » Il affaiblit lentement, discrètement. « Et chaque nuit, je venais pour m'assurer qu'il respecte l'heure. Mais cette dernière nuit, il a brisé notre accord, et quand quelqu'un brise un accord avec moi, il y a des conséquences. » Tout mon corps se glaça. « Tu sais pourquoi je te dis tout ça ?» demanda-t-il. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas.
La trahison faisait trop mal. Parce que tu ne peux plus rien faire maintenant, dit-il calmement. D'ici demain, tout ce qui reste du nom de ta famille aura disparu. Il se leva pour partir. Et juste avant de sortir, il sortit quelque chose de sa poche. Mon journal. J'ai eu un hoquet de surprise. C'était le même journal que le fermier devait m'apporter. Il eut un sourire moqueur. C'est ça que tu espérais? Puis il s'en alla. Je restais là, tremblante, confuse, terrifiée. J'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Cette nuit-là, je finis par m'endormir, agité. Dans mon rêve, j'ai vu mes parents, paisibles, rassurants. Ma mère a touché mon visage et a murmuré « Ma fille, ta vie ne s'arrête pas ici, tu es préservée ». Je me suis réveillé en larmes, mais pour la première fois depuis des jours, je sentais une lueur d'espoir. Le matin venu, on m'emmena au tribunal pour le jugement final. La salle était silencieuse. Le juge ouvrit ses dossiers, puis soudain, tout le monde se tourna. Un homme entrait dans la salle, poussé dans un fauteuil roulant, c'était mon mari. Derrière lui se tenait le vieux fermier. Et à leur côté, la femme de mon oncle. Mon oncle s'est figé. Pour la première fois, je l'ai vu avoir peur. Tout ce qu'il croyait contrôler, tout ce qu'il essayait de cacher, s'écroulait sous ses yeux. La salle d'audience était silencieuse. Pendant des jours, tout le monde avait cru que c'était moi qui avais donné le thé rouge à mon mari, cette boisson qu'il avait laissée à peine capable de marcher. Personne ne connaissait la vérité. Le thé était destiné à moi. Je me tenais là, attendant le verdict, supportant le poids de chaque regard soupçonneux. Puis, quelque chose se produisit, figeant toute la salle. Mon mari leva lentement sa main tremblante. « S'il vous plaît, laissez-moi parler », dit-il. Il se tourna vers le juge, puis vers moi, la voix incertaine. « Jenny, je t'ai trahi. J'ai laissé ton oncle m'influencer. J'ai mis mes propres intérêts au-dessus de ta vie. » Un murmure parcourut la salle. Il continua, luttant contre les larmes. Le soir où Jenny a refusé de boire le thé et est sortie de la maison, son oncle s'est mis en colère. Il est revenu avec 2 hommes imposants, du genre dont la présence ne laisse aucune place à la résistance. Ils m'ont forcé à boire moi-même la boisson, parce que je ne l'avais pas donnée à Jenny à l'heure exacte qu'il avait demandé. Ensuite, ils sont partis, convaincus que je ne survivrais pas à la nuit. Mes voisins m'ont trouvé plus tard et m'ont conduit à l'hôpital. Il s'arrêta, respirant difficilement. Quelle que soit la décision du tribunal, je l'accepte. Je regrette tout. Je vis maintenant avec la même douleur que j'avais prévue pour elle. Jenny, elle est innocente. Elle ne savait rien. Le silence retomba. Mon esprit tourbillonnait. Tout ce que je craignais était vrai. Si j'avais bu ce thé, c'est moi qui serais en fauteuil roulant, ou pire. Puis la femme de mon oncle s'avança, tenant une petite boîte. À l'intérieur se trouvaient des enregistrements, des années de preuves sur ce que son mari et son groupe avaient fait. Le juge fronça les sourcils. D'où cela vient-il? Elle déglutit. Je les ai trouvés dans son armoire. Il y a quelques jours, le vieux fermier est venu chez nous et m'a supplié de dire la vérité. J'ai essayé de me taire, mais je n'arrivais plus à dormir. Aujourd'hui, j'ai enfin décidé de tout révéler. La salle explosa de murmures. Et, ajouta-t-elle doucement, l'homme que Jenny croit avoir épousé n'a jamais payé de dot. Mon mari a tout arrangé. Il m'a utilisé pour la tromper, parce qu'elle n'avait pas de famille pour poser des questions. Un lourd silence tomba. Le juge examina les preuves, regarda les 2 hommes et abaissa le marteau. Au vu des éléments présentés, Jenny est innocentée de toutes les accusations. Quant aux accusés, leurs actes étaient délibérés et calculés. Ils feront face aux conséquences légales. Le visage de mon oncle devint livide. Mon soi-disant mari éclata en sanglots. Pour la première fois depuis longtemps, je pouvais respirer. Après le procès, je remerciais le vieux fermier, le seul à avoir tenu bon quand tout le monde m'avait abandonné. Je rentrais chez moi avec un sentiment de paix. Les ennuis s'étaient élevés comme une inondation, mais mon créateur avait dressé une barrière contre eux. Ceux qui avaient creusé une fosse pour moi y étaient tombés eux-mêmes. Quelques jours plus tard, on frappa à ma porte. C'était le fermier, tenant une enveloppe. « Un bienfaiteur a entendu ton histoire, dit-il. Il veut t'aider à recommencer. À l'intérieur se trouvait le titre de propriété d'une maison et des fonds pour reconstruire ma vie. » Des larmes de joie remplissaient mes yeux. Les semaines passèrent.
le fils aîné du fermier, un homme calme et respectueux, commença à venir souvent prendre de mes nouvelles. Avec le temps, nous nous rapprochâmes. Des années plus tard, je l'épousai. Nous avons aujourd'hui 3 magnifiques enfants, et nous vivons en paix, dans une maison construite sur la vérité. Quant à mon oncle et à l'homme que je croyais être mon mari, ils appartiennent au passé, chacun faisant face au poids de la loi. Tu n'achèteras plus jamais de serviettes hygiéniques n'importe où après avoir écouté ceci. Chinaza, je te jure, cette serviette est magique, chuchota Uju avec excitation à son amie alors qu'elle sortait du marché. Même quand je déborde, elle retient tout. Et plus aucune douleur pendant mes règles. Chinaza fronça les sourcils. Tu es sérieuse là? Je te dis la vérité, répondit Uju en serrant son petit sac en nylon noir. Va à la boutique de Mama Ada. Cette femme vend la meilleure serviette qui existe. Je ne connais même pas la marque. Personne d'autre ne la vend. Il n'y a qu'elle. La boutique de Mama Ada n'était qu'un petit étal à l'extrémité du marché de Nduka. Pourtant, toutes les jeunes filles, toutes les femmes du quartier s'y rendaient. Même des femmes riches de la ville voisine envoyaient des gens acheter chez elles. Ces serviettes hygiéniques étaient très bon marché. Bien moins chères que toutes les autres. Et elles ne décevaient jamais. Mais un détail troublait tout le monde. Mama Ada ne se rendait jamais au marché d'Onitsha pour acheter en gros. Aucun camion de livraison ne venait chez elle. Aucun fournisseur n'était jamais vu entrant dans sa boutique. Comment fait-elle? Demanda un jour une vendeuse du marché. Je ne sais pas, et je ne veux pas savoir, murmura l'autre. Cette femme n'est pas ordinaire. Certaines personnes affirmèrent même que son étal était vide la nuit, et plein à craquer le matin suivant. Mama Ada souriait toujours à ses clientes. Ses yeux étaient perçants, ses lèvres couvertes d'un rouge foncé, et sa peau brillait comme du bois poli. Venez mes filles, vous ne souffrirez plus jamais de douleur, disait-elle d'une voix douce. Chaque jour à midi, une longue file s'étirait depuis son étal jusqu'au carrefour. Certaines jeunes filles arrivaient dès l'aube pour être servies en premier. On disait que ces serviettes faisaient disparaître les crampes, duraient plus longtemps et donnaient une sensation de liberté. Les autres vendeuses de serviettes hygiéniques perdaient rapidement leurs clientes. Leurs étals restaient vides. Certaines finirent même par abandonner complètement ce commerce. Aucune marque ne pouvait rivaliser avec celle de Mama Ada. Les murmures commencèrent. Pourquoi seulement elle? D'où viennent ces serviettes? Mais personne n'osait lui poser la question directement. Mama Ada était respectée et crainte. Étrangement, elle n'autorisait jamais sa propre fille, Amaka, à utiliser ses serviettes. « Maman, j'ai eu mes règles. Je peux en utiliser une ?» demanda un jour la jeune fille innocemment. « Non, utilise un vieux pagne. Déchire-le et serre-t'en !» cria Mama Ada. Amaka ne comprenait pas. Pourquoi les autres filles peuvent les utiliser et pas moi? Mama Ada répondit froidement. « Parce que je l'ai dit. » Et la discussion s'arrêta là. Chaque matin, Mama Ada ouvrait sa boutique dès 6 heures. Comme appelée par une force invisible, des étudiantes, des jeunes filles et même des femmes mariées affluaient. Mama, 3 paquets. Moi, 5 paquets, s'il te plaît. Un pour ma cousine aussi. Mama Ada, tu es une bénédiction. Les serviettes étaient toujours neuves, toujours disponibles. Mais une chose continuait de troubler les femmes du marché. Personne ne voyait jamais comment elles se les procuraient. Amaka, sa fille, silencieuse, mince et toujours triste, n'avait pas le droit d'y toucher. « Maman, s'il te plaît, juste un paquet », supplia-t-elle un soir. « Je n'aime pas utiliser des vêtements déchirés. » Les yeux de Mama Ada devinrent sombres. « Tu feras ce que je dis », hurla-t-elle. « Ces serviettes ne sont pas pour toi. » Amaka hocha la tête, les larmes aux yeux, et rentra à l'intérieur, confuse et effrayée. Ces serviettes étaient pour tout le monde, sauf pour elle. Pourquoi? Personne ne posa jamais la question. Personne ne connut la réponse. Jusqu'au jour où une femme nommée Lucie emménagea dans le quartier. Lucie arriva avec sa petite sœur. C'était une femme très pieuse. Elle allait à l'église chaque jour, lisait sa Bible et chantait des cantiques en cuisinant ou en marchant. Un après-midi étouffant, sa voisine Kioma lui dit en souriant « Lucie,
Tu n'as pas encore entendu parler des serviettes de Mama Ada? Des serviettes hygiéniques? Demanda Lucie, surprise. Oui, va en acheter. Plus de douleur, plus de fuite. C'est un miracle. Et en plus, elles ne sont pas chères. Curieuse, Lucie décida d'y aller. En marchant vers le marché de Nduka, elle chantonnait doucement. « Seigneur, tu es mon fondement solide. » Mais à peine arrivée devant l'étal bondé, Mama Ada siffla brusquement. « Arrête ce bruit !» Lucie s'arrêta, confuse. « Pardon ? Arrête de chanter ça !» cracha Mama Ada, le visage soudain dur. « Si tu veux acheter, achète. Sinon va-t'en. » Les yeux de Lucie s'écarquillèrent. « Je chantais seulement. Je m'en fiche. Sors d'ici !» cria Mama Ada. Honteuse et troublée, Lucie s'éloigna sous le regard silencieux des femmes dans la file. Cette nuit-là, Lucie s'agenouilla près de son lit. « Père, quelque chose ne va pas chez cette femme. Montre-moi la vérité. Protège ces femmes qui vont là-bas chaque jour. » Au fond de son cœur, une voix murmura. « Observe attentivement. » Alors Lucie commença à observer, et ce qu'elle va découvrir très bientôt vous laissera sans voix. Toutes les femmes continuaient d'acheter les serviettes hygiéniques bon marché chez Mama Ada, sans jamais se demander d'où elles venaient, ni comment elles se les procuraient. Mais Lucie, la nouvelle voisine, n'était pas comme les autres. Quelque chose chez Mama Ada la dérangeait profondément. Elle décida donc de la surveiller discrètement pour découvrir la vérité. Ce qu'elle allait découvrir allait lui briser le cœur. Un soir de marché, après le coucher du soleil, les commerçantes rangèrent leurs étals pour rentrer chez elles. Mama Ada ferma sa boutique, attacha soigneusement son sac d'argent et se mit en route. Mais au lieu de prendre le chemin de sa maison, elle s'engagea sur un sentier étroit menant vers la brousse derrière le marché. Lucie, cachée derrière un manguier, la suivit silencieusement. « Mama Ada, que fais-tu dans la forêt ?» murmura Lucie pour elle-même. Il faisait sombre, mais Lucie avait une petite torche et son téléphone. Elle avançait sur la pointe des pieds, évitant le moindre bruit. Les grillons chantaient, les hiboux ululaient, et le vent sifflait entre les arbres. Le chemin devenait de plus en plus étroit et menait vers l'ancien ruisseau du village. Un endroit que tout le monde craignait. On disait que des esprits y vivaient. Plus personne n'allait y chercher de l'eau. Soudain, Mama Ada s'arrêta. Lucie se figea derrière un arbre. Mama Ada se retourna lentement, comme si elle sentait une présence. « Qui est là ?» lança-t-elle dans l'obscurité. Lucie retint son souffle. Après quelques secondes, la femme reprit sa marche. Le cœur de Lucie battait à tout rompre lorsqu'elle la suivit de nouveau. Arrivés au bord du ruisseau, la scène ressemblait exactement à un cauchemar. L'eau était noire, glaciale et silencieuse. La lune s'y reflétait faiblement. Mama Ada s'agenouilla et commença à réciter des incantations dans une langue inconnue. Lucie se cacha derrière un rocher et filma tout avec son téléphone. C'est alors que la reine-mère apparut. L'air devint lourd. Le ruisseau se mit à bouillonner. Puis une silhouette grande et lumineuse sortit lentement de l'eau. Sa peau était argentée, ses yeux rouge sang et une couronne de petits crânes ornait sa tête. Lucie étouffa un cri. Ses mains tremblaient, mais elle continua d'enregistrer. La voix de la reine-mère résonna comme le tonnerre. « Tu es revenue, Ada ?»« Oui, ma reine » répondit Mama Ada en s'inclinant profondément, levant son sac d'argent. « Voici la récolte du jour. » La reine sourit d'un sourire sombre. « Tu travailles bien. Ces filles stupides. Elles saignent, et moi je me nourris. Leurs ventres m'appartiennent désormais. » Lucie sentit l'horreur l'envahir. Mama Ada hocha la tête. Personne ne se doute de rien. Elles adorent ces serviettes. Certaines disent même que je suis une bénédiction. La reine éclata d'un rire cruel. Parfait. Qu'elles continuent de venir. Plus elles saignent, plus elles deviennent stériles. Elle tendit la main, prit le sac d'argent, murmura une formule et disparut dans l'eau. Mama Ada s'inclina une dernière fois, puis repartit. Lucie, tremblante, cacha son téléphone et s'enfuit à travers la brousse. Les larmes coulaient sur ses joues tandis qu'elle murmurait « Mon Dieu, qu'ont donc utilisé ces femmes ?» Elle savait ce qu'elle devait faire. Le lendemain matin, Lucie rassembla les femmes du marché. « Mes sœurs, écoutez-moi, je vous en supplie. Ce que je vais vous dire va vous choquer.
mais j'ai des preuves. Les femmes se regardèrent, inquiètes. Que se passe-t-il? Lucie sortit son téléphone. La nuit dernière, j'ai suivi Mama Ada jusqu'au ruisseau maudit. J'ai tout vu, la vérité sur ses serviettes. Depuis sa boutique, Mama Ada cria « Elle ment! Ne l'écoutez pas !» Mais Lucie lança la vidéo. Les images montraient tout. Le ruisseau, Mama Ada, la reine-mère, les rituels et les malédictions. Des cris d'horreur retentirent. Certaines femmes s'effondrèrent. D'autres se tenèrent le ventre en pleurant. « Tu veux dire que nous ne pourrons plus avoir d'enfants ?» sanglota l'une. « Tu as vendu nos ventres ?» hurla une autre. Mama Ada tenta de fuir, mais les femmes l'encerclèrent. Aveuglées par la colère et la douleur, elles incendièrent sa boutique. Le soir même, le prêtre du village arriva. Des prières furent dites pour briser la malédiction. Certaines femmes retrouvèrent peu à peu leur force. D'autres pleurèrent pendant des jours, sans savoir ce que l'avenir leur réservait. Quant à Mama Ada, elle fut brûlée vive. Lucie devint une héroïne dans le village. On la remercia, on la serra dans les bras, on pleura de reconnaissance. Faites attention à ce que vous achetez, surtout à ce qui peut affecter la vie d'une femme. Pensez-vous qu'elles aient eu raison de la brûler vive ? Ceci sur ton visage et tu deviendras la plus belle femme de ce village. Mais souviens-toi, l'eau ne doit jamais toucher ton visage. Dans un village paisible appelé Zangora, entouré de routes de terre rouge et de hauts palmiers agités par le vent, vivait une femme nommée Maria. Tout le monde à Zangora la connaissait, non pas parce qu'elle était importante, non pas parce qu'elle était riche, mais parce qu'elle était non désirée. Maria avait 30 ans, elle n'était ni mariée ni mère. Dans un village où les filles se mariaient dès 16 ans et devenaient mères avant 20 ans, son âge à lui seul était déjà un crime. Mais l'âge n'était pas son seul problème. Maria était très maigre, avec de longs bras osseux et des épaules étroites. Ses jambes étaient fines comme des bâtons secs. Son visage était anguleux, ses pommettes trop saillantes, ses yeux enfoncés par des années de fatigue et d'inquiétude. Sa peau était rugueuse, fissurée par le soleil et les difficultés de la vie. On murmurait même que le savon évitait son visage. Les femmes se moquaient d'elle derrière son dos. Les hommes, eux, ne prenaient même pas la peine de cacher leur dégoût. Chaque fois que Maria passait près d'un groupe d'hommes, ils se taisaient soudain, puis éclataient de rire dès qu'elle s'éloignait. « Qui pourrait épouser celle-là » disait l'un. « Même un fou la rejetterait » répondait un autre. Certains enfants la pointaient du doigt en courant, en criant « Tanti, poisson-bombe !» Maria avait pourtant tout. Elle avait toujours tout. Elle vivait seule dans une petite maison en banco, à la lisière du village, héritée de ses parents aujourd'hui disparus. Sa mère était morte lorsqu'elle avait 18 ans. Son père l'avait suivie 2 ans plus tard. Depuis, la vie n'était plus qu'un long chemin de solitude. Chaque matin, Maria se levait avant le lever du soleil. Elle balayait sa cour, allait chercher de l'eau à la rivière, préparait un repas simple, puis se rendait au marché pour vendre des légumes. Elle travaillait dur, mais restait toujours pauvre. L'argent qu'elle gagnait servait à peine à se nourrir et à réparer les fissures de la vieille maison. La nuit, elle dormait seule. Pas de respiration d'un mari à ses côtés. Pas de pleurs d'un enfant pour la réveiller. Seulement le silence. Parfois, allongée sur sa natte, elle fixait le toit et se demandait quel crime elle avait commis dans une vie passée pour mériter une telle punition. Elle priait, elle jeûnait, elle pleurait. Mais rien ne changeait. À Zangora, une femme sans mari était considérée comme incomplète. Pendant les fêtes, les femmes mariées s'asseyaient ensemble, riaient, parlaient de leurs enfants et de leurs maris. Maria s'asseyait toujours seule. Personne ne l'invitait dans leur cercle. Quand un enfant tombait malade, les femmes se rassemblaient pour prier. Maria priait aussi, mais à distance, comme si sa présence pouvait contaminer la prière. Lors des mariages, elle aidait à cuisiner et à laver les assiettes. On la remerciait, mais sans jamais vraiment la regarder. Elle avait appris à sourire sans être heureuse, à avaler les insultes, à faire semblant de ne pas souffrir. Mais au fond d'elle, son cœur se brisait chaque jour. Plus que tout, Maria voulait être aimée. Elle voulait être choisie. Juste une fois. Un après-midi, alors qu'elle rentrait du marché avec son panier à moitié vide, elle remarqua un homme marchant à ses côtés. Il était grand, bien bâti,
avec un sourire confiant. Ses vêtements étaient hartoum propres, et il sentait le savon cher. Il la salua poliment. Maria fut choquée. Les hommes la saluaient rarement, encore moins marchaient à ses côtés. Elle répondit timidement. Ils marchèrent un moment en silence, puis l'homme parla à nouveau. Il s'appelait Kalem. Maria hocha la tête, le cœur battant. Les jours suivants, Kalem commença à lui rendre visite. Il venait le soir, s'asseyait sur un petit tabouret devant sa maison et lui parlait. Aucun homme n'avait jamais fait cela pour elle. Il lui disait qu'elle était gentille, travailleuse. Il parlait même de sa beauté intérieure. Ces mots suffisaient à la faire se sentir vivante à nouveau. Elle souriait plus, s'habillait mieux, espérait. Kalem gagna peu à peu sa confiance. Un jour, il lui prit la main. Maria se figea. Tout son corps trembla. « Je veux t'épouser », murmura-t-il. Les mots l'arrêtèrent net. Des larmes remplirent ses yeux. Elle tomba à genoux et remercia Dieu. Elle croyait que sa souffrance était enfin terminée. Marié avec toi! Tu pensais vraiment que j'allais épouser une femme aussi laide que toi? Je t'aime. Dites ceci sur ton visage et tu deviendras la plus belle femme de ce village. Mais souviens-toi, l'eau ne doit jamais toucher ton visage. Mais très vite, Kalem commença à demander de l'argent. « J'ai besoin de transport pour la ville. Je veux lancer un commerce. Ma mère est malade. » Maria lui donna tout ce qu'elle avait. Elle vendit ses marchandises, ses bijoux, vida ses économies. À chaque fois, Kalem promettait un avenir meilleur. Puis, un jour, il ne vint pas. 2 jours passèrent. 3 jours. Le 4e jour, Maria partit à sa recherche. Elle le trouva dans un autre quartier du village, riant avec une jeune femme belle et éclatante. La fille avait des joues pleines, une peau lisse, des yeux brillants. Le cœur de Maria s'effondra. Kalem la vit et fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» cria-t-il. Maria tremblait. « Kalem, tu avais dit... » Il éclata de rire. « Regarde-toi » cria-t-il. « Tu pensais vraiment que j'allais épouser quelqu'un comme toi ?» Les gens s'arrêtèrent pour regarder. « Tu es laide, sèche comme du bois de chauffage. Je suis restée uniquement pour ton argent. » La jeune femme éclata de rire. Kalem s'éloigna sans se retourner. Ce jour-là, quelque chose se brisa définitivement en Maria. Elle marcha sans but jusqu'à la rivière du village. Elle s'assit sur une grande pierre et pleura. Pleura jusqu'à ce que ses yeux brûlent, jusqu'à ce que sa poitrine lui fasse mal. « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» murmura-t-elle. Soudain, elle sentit une présence. Une vieille femme se tenait derrière elle. Courbée par l'âge, cheveux blancs comme du coton, regard perçant. « Pourquoi pleures-tu comme quelqu'un qui a perdu son destin ?» demanda-t-elle. La vieille femme sortit un petit bol en bois rempli d'une poudre sombre. « Applique ceci sur ton visage chaque jour, et tu deviendras la plus belle femme de ce village. Mais souviens-toi, l'eau ne doit jamais toucher ton visage. » Maria resta assise près de la rivière, longtemps après la disparition de la vieille femme. La brise nocturne caressait sa peau, mais elle ne sentait pas le froid. Ses yeux étaient fixés sur le petit bol en bois posé dans ses mains. La poudre à l'intérieur était étrange, sombre, presque comme des cendres mélangées à de l'huile. Elle n'avait aucune odeur, pourtant elle semblait lourde, comme si elle portait quelque chose de plus qu'un simple remède. Son esprit était en désordre. La vieille femme était-elle réelle? Était-ce un rêve? Ou une illusion née de sa douleur? Puis les mots de Kalem lui revinrent en mémoire. « Tu es laide. Je suis restée uniquement pour ton argent. » Sa poitrine se serra de nouveau. Elle referma ses doigts autour du bol. « Si c'est mon dernier espoir, » murmura-t-elle, « alors je l'accepte. »
Ses amies furent surprises de la voir disposer de moyens. Elles la taquinèrent. Mais Amaka avait surtout du goût et du sérieux. Elle aménagea un espace classe, propre et lumineux. Elle accueillit bien la clientèle. Sa technique était impeccable et son service irréprochable. La clientèle afflua. Les trois amies décidèrent de louer un appartement plus correct. Teniola n'ayant pas de revenus se tourna vers son petit ami fortuné qui paya sa part. Shizon n'avait personne pour l'aider et ne travaillait pas. Elle ne contribua pas vraiment au loyer. Amaka paya sa portion sans discuter. Puis elle meubla presque tout par amour, sortant de l'argent de son activité pour acheter meubles, télévision et ustensiles. Elle ne se plaignit pas. Teniola et Shizon ne faisaient pas de recherche d'emploi et passaient leur journée à la maison. Elle mangeait la nourriture achetée en commun sans penser à laisser quoi que ce soit pour Amaka. Et quand tout finissait, elle demandait à Amaka de refaire les provisions en disant qu'elles étaient fauchées. Amaka supporta cela pendant des années, payant même un loyer qui avait expiré, sans poser de questions parce qu'elle savait qu'elle n'avait pas de source de revenus. Un soir, Amaka rentra harassée après une très longue journée au salon. Elle voulait simplement manger, se laver et dormir. Mais elle trouva l'appartement bondé, la musique à fond, des inconnus partout, le frigo vide, tout ce qu'elle avait acheté avait disparu. Furieuse, elle appela Teniola et Shizon et leur ordonna d'arrêter la fête. Elles refusèrent. Amaka coupa la musique et fit sortir tout le monde. Teniola et Shizon s'emportèrent et crièrent qu'Amaka était devenue fière parce qu'elle payait le loyer. Amaka répondit qu'elle ne l'avait même pas prévenue et qu'elle n'aimait pas leur manière de vivre, que faire la fête chaque jour n'avait aucun sens. Elles l'accusèrent de les mépriser parce qu'elle avait une activité stable. Teniola claqua la porte. Puis, pendant 2 semaines, elles firent semblant d'être aimables jusqu'à ce qu'Amaka, pour apaiser les tensions, leur présente des cadeaux et des excuses de paix. Ensuite, Teniola harcela son petit ami pour qu'il lui ouvre une petite boutique. Il accepta. Mais Teniola n'avait pas l'ardeur du travail. Elle engagea du personnel, ne contrôla rien, porta elle-même les vêtements destinés à la vente. Les chiffres plongèrent et elle s'en moquait parce que son compagnon réglait ses dépenses et qu'Amaka était là en filet de sécurité. Shizon vivait pareillement dans l'insouciance. Les deux dépendaient d'Amaka sans vergogne. Pourtant, Amaka poursuivait sa progression, peaufinait sa marque, fidélisait ses clientes, apprenait la gestion, économisait, payait les charges, gardait la tête froide. Et dans ce quotidien contrasté, où la discipline d'Amaka faisait grandir son avenir tandis que l'oisiveté de ses amis creusait leur vide, quelque chose d'invisible commençait déjà à fermenter dans le cœur de l'une, une jalousie sourde que personne ne nommait encore, alors qu'Amaka, loin d'imaginer l'ombre qui se levait, continuait d'avancer vers les jours décisifs qui l'attendaient. Les semaines suivantes apportèrent à Amaka une accalmie trompeuse, car son salon grandissait, sa clientèle se fidélisait et sa vie semblait enfin alignée. C'est justement pendant cette saison lumineuse qu'un après-midi ordinaire devint une porte vers un destin inattendu. À la sortie d'un supermarché, une berline se rangea près du trottoir, la vitre s'abaissa et un homme au regard assuré lui proposa poliment de la déposer. Il s'appelait Obina, un célibataire connu en ville pour ses réussites. Il avait reconnu Amaka grâce aux photos de ses coiffures qui circulaient sur les réseaux.
Il loua son professionnalisme et lui dit qu'il admirait les personnes qui bâtissaient quelque chose à la force des mains. Elle hésita puis accepta. Ils parlèrent dans la voiture comme s'ils avaient des années à rattraper. Il la déposa devant son salon et repartit avec une promesse simple, la revoir très vite. Il tint parole car il revint avec des fleurs, puis avec des commandes pour ses sœurs, puis avec une invitation à dîner. La relation prit racine, solide et claire. Obina ne cachait ni ses intentions ni son admiration. Il offrait des cadeaux mais surtout du temps, de l'écoute et des encouragements. Amaka, touchée, partageait chaque joie avec Teniola et Shizon. Elle leur décrivait les rendez-vous, les attentions, les rires. Et quand des présents arrivaient, elle en mettait de côté pour elle, croyant ainsi transformer sa chance en cercle de bonheur. Mais sous ce vernis, une fissure s'élargissait dans le cœur de Shizon qui, devant l'aisance d'Obina et la discipline d'Amaka, se sentait rapetissée. Teniola, occupée à porter les vêtements de sa propre boutique et à négliger ses comptes, souriait sans regarder l'horizon. L'anniversaire des 25 ans d'Amaka approcha et Obina prépara une fête somptueuse, discrète mais élégante. Amis, clientes et voisins se mêlèrent. Il lui offrit une voiture et une série de 12 perruques bonnes straight de longueur, de couleurs et de finitions différentes, toutes d'une qualité rare. L'assemblée s'émerveilla. Amaka pleura de joie. Obina lui chuchota qu'il voulait 12 rendez-vous pour 12 perruques, un rituel d'amour, et la salle éclata d'applaudissements. Les jours passèrent et chaque sortie avait son style. Amaka postait parfois des photos innocentes et la petite notoriété qui venait avec la réussite attira encore plus de clientes. Un matin, Shizon demanda à emprunter la longue perruque noire. Amaka répondit doucement qu'elle la réservait pour le prochain dîner avec Obina et qu'elle lui prêterait ensuite. Cette réponse, banale et raisonnable, devint pour Shizon une morsure. Elle convertit son ressentiment en certitude délirante. Persuadée qu'Amaka monopolisait la grâce du ciel, elle glissa dans l'ombre d'une décision funeste. Elle trouva un homme louche, acheta une substance, un soir où Amaka était au salon, elle saisit la perruque noire rangée dans sa housse et y déposa perfidement le produit, puis referma soigneusement. Ses mains tremblaient d'une excitation froide. Teniola, qui ne soupçonnait qu'une jalousie ordinaire, n'imaginait pas l'ampleur de ce qui se tramait. Ce même soir, Amaka, rayonnante, enfila la longue bonne straight noire, se parfuma légèrement et rejoignit Obina pour un dîner simple et tendre. Elle rit et parla de ses projets. Elle rentra tard, retira ses chaussures, se jeta sur le lit et dormit sans cauchemar. À l'aube pourtant, la douleur arriva. D'abord une brûlure, puis une démangeaison infernale, puis une odeur acide et fétide qui monta du cuir chevelu. Amaka se redressa, porta la main à sa tête et sentit une humidité chaude. Elle courut au miroir et découvrit des plaques rougeâtres, des bulles et des zones où la peau semblait comme rôtie. Elle cria. Teniola accourut, s'immobilisa et pâlit. Shizon arriva en dernier, la bouche tordue d'un rire nerveux qu'elle tenta de contenir avant de laisser glisser des mots cruels. Voyons si Obina t'aimera encore avec cette tête qui pue. Amaka, suffoquée, demanda si c'était elle. Shizon lâcha un oui sec. Elle vomit sa jalousie, dit qu'Amaka avait tout et qu'elle avait même pris l'homme dont elle rêvait. Teniola, frappée par l'aveu, chancela et balbutia que ce n'était pas ce qu'elle voulait. Amaka, les larmes brouillant sa vue, sortit en trombe, appuya son foulard sur son cuir chevelu, et là un taxi et fonça chez Obina. Il ouvrit, recula, saisit son téléphone et l'emmena sans perdre une seconde à l'hôpital. Aux urgences, on la prit en charge, on nettoya et on posa des compresses. On parla d'agents caustiques, de poisons topiques et de brûlures chimiques. Les médecins furent clairs, la greffe de cheveux serait illusoire. Le bulbe avait été détruit par endroits. Une alopécie cicatricielle s'installait et l'odeur venait de la nécrose cutanée. Amaka ferma les yeux, le monde devint un sifflement. Obina lui tint la main, signa les documents et resta jour et nuit. Il appela un avocat et déposa plainte. La police auditionna, revint à l'appartement, interrogea Teniola et Shizon. Le rire bravage de Shizon la trahit. Elle tenta de se reprendre mais les traces du produit sur la housse, les messages au fournisseur et son propre aveu devant Teniola dressèrent une chaîne de preuves. Teniola, en larmes, reconnut qu'elle n'avait rien versé dans la perruque, qu'elle n'avait pas imaginé une telle cruauté et qu'elle voulait seulement exister aux yeux d'Amaka.
L'enquête suivit son cours et le tribunal prononça la peine, 5 années fermes pour Chizon pour empoisonnement et complicité d'atteinte volontaire à l'intégrité. Teniola, mêlé à la dissimulation et aux non-assistance, fut condamné à une peine plus légère mais perdit aussi sa liberté. Amaka, entre pansement et antalgique, entra dans une convalescence longue. Elle regardait son crâne bandé et sentait monter des vagues de honte. Elle se souvenait de toutes les fois où elle avait payé le loyer, rempli le frigo, offert des cadeaux, et cette mémoire la poignardait. Les médecins répétèrent que, même guérie, la repousse serait improbable et irrégulière. Elle devrait adopter définitivement les perruques ou les turbans. Elle apprit à changer ses pansements, à hydrater la peau et à éviter le soleil. Obina restait, inébranlable. Il lui lisait des messages de clientes qui l'attendaient, déposait des fleurs et parlait de leur prochain rendez-vous comme si rien n'avait basculé. Amaka demanda un jour, la voix cassée, si la laideur l'avait rendue autre. Il répondit qu'il ne voyait en elle que la force et la lumière, qu'une cicatrice n'éteint pas une âme. À sa sortie de l'hôpital, elle revint au salon voilée d'un foulard doux. Ses habitués l'embrassèrent, lui offrirent des foulards magnifiques et des perruques de soutien. Elle reprit les ciseaux et les peignes avec lenteur puis avec précision. Elle remit de l'ordre dans sa vie, ferma son cœur aux plaintes inutiles et mit en place des limites. Elle ne toléra plus les abus et apprit à reconnaître la jalousie derrière les sourires. Chaque soir, en posant sa tête sur l'oreiller, elle remerciait pour la seconde chance qui lui avait été donnée. Là-bas, Teniola et Chizon comptaient des jours qui ne leur appartenaient plus. Obina, fidèle à sa promesse silencieuse, organisa un soir un dîner très simple, une table sur un balcon, des lumières chaudes. Il s'agenouilla et prononça une demande qui fit trembler l'air. Il lui proposa la vie entière, telle qu'elle était, avec les foulards, avec les matins de douleur et les soirs de victoire. Amaka pleura, rit et dit oui. Le monde, pour la première fois depuis l'odeur de brûlé, respira à nouveau. Ils annoncèrent la nouvelle sans vacarme. Le salon continua de prospérer. Amaka devint la coiffeuse au foulard, un symbole de résilience, et sa marque grandit davantage parce que son histoire ajoutait à sa technique une profondeur que nul diplôme n'enseigne. Parfois, des étudiantes venaient lui confier leurs propres trahisons, leurs amitiés toxiques, leurs échecs. Elle, avec douceur, leur disait d'écouter les signes, de poser des limites et de choisir les cœurs qui célèbrent au lieu de compter. Il y eut des nuits encore lourdes où l'odeur imaginaire revenait, où sa main cherchait la mèche perdue. Il y eut aussi des matins où le miroir renvoyait une femme plus digne que la veille. Obina restait constant. La ville, qui oublie vite les scandales, retint de cette histoire qu'une réussite patiente peut susciter des ombres mais qu'une loyauté ferme, celle d'un homme qui ne fuit pas et d'une femme qui se relève, triomphe. Le jour où elles purgèrent leur peine, Teniola et Chizon n'avaient plus de prise sur Amaka. Elle ne chercha ni vengeance ni conversation, seulement un silence net. Et dans ce silence, la morale se grava, ne jamais ignorer les signaux d'alarme, ne pas confondre proximité et loyauté, protéger ses biens intimes, ses projets, ses cheveux même, parce qu'il existe des mains qui bénissent et des mains qui brûlent. Si un jour une perruque noire rappelle une douleur, la vie, elle, continue de proposer d'autres couleurs, douces et davantage, tant que le cœur choisit. Et Amaka, désormais, choisissait la paix, la prudence et l'amour, jusqu'à ce qu'un matin clair, elle referme la porte du salon, prenne la main d'Obina et marche, le foulard noué comme une couronne, vers leur lendemain qu'ils avaient décidé de construire ensemble. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Si vous avez aimé ce récit plein d'émotions et de leçons, soutenez cette chaîne en mettant un like, en vous abonnant et en activant la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines histoires. Partagez cette vidéo avec vos amis pour les inspirer et les alerter sur les dangers des amitiés toxiques. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vécu une expérience de trahison ou de jalousie de la part d'un ami et comment vous l'avez surmontée, je lirai vos histoires et j'y répondrai. Plus nous échangeons, plus cette communauté grandit. Merci pour votre soutien et rendez-vous dans la prochaine vidéo pour une nouvelle histoire encore plus palpitante.